Bonjour, nous allons dans cette partie du cours traiter quelques notions sur la transcription. Donc, comme ça a été déjà dit, la transcription est la synthèse d'une molécule d'ARN simple brin à partir d'une matrice ADN. Elle est catalysée par l'ARN polymérase. Alors, cette enzyme est constituée de 6 sous-unités. Parmi ces sous-unités, il y a la sous-unité sigma, qu'on appelle couramment le facteur sigma, qui est représenté ici en rouge. Alors, il a été constaté que l'ARN polymérase entière, qu'on appelle l'holoenzyme, peut être dissocié du facteur sigma pour donner ce dernier tout seul, plus le reste de l'enzyme qui constitue ce qu'on appelle le corenzyme. Et ce corenzyme, il est capable d'initier la transcription d'un gène ou de l'ADN, mais de façon anarchique ou de façon non spécifique. Alors que lorsque l'enzyme est associé au facteur sigma, c'est-à-dire l'enzyme, il est capable d'initier la transcription uniquement au niveau d'un promoteur. Et donc, ce facteur sigma constitue la sous-unité au niveau de l'ARN polymérase qui reconnaît un promoteur. Alors, le promoteur, c'est une partie du gène qui se trouve en amont, donc au début du gène. Il contient des séquences spécifiques qui lui permettent d'être reconnues par l'ARN polymérase. Et donc, parmi les premières questions qui se posaient, c'est que qu'est-ce qui fait que le facteur sigma reconnaît le promoteur d'un gène? Tout d'abord, il faut savoir que conventionnellement, on représente un gène par la séquence du brin non transcrit. Donc, bien sûr, un gène, c'est de l'ADN, il est donc double brin, il contient deux brins, l'un enroulé autour de l'autre, mais parmi les deux brins, il y en a un seul qui est transcrit en ARN, c'est-à-dire qui est lu par l'ARN polymérase et qui va synthétiser un brin d'ARN qui est complémentaire au brin transcrit. L'autre brin qui n'est pas transcrit, on l'appelle le brin non transcrit. La séquence de ce brin, elle est identique à celle de l'ARN messager. Bien sûr, sauf que les thymines de l'ADN sont remplacées par les uraciles au niveau de l'ARN messager. Donc ici, nous avons un brin non transcrit. Donc on lit la séquence du brin transcrit. C'est comme si on lit la séquence de l'ARN. Tout simplement en remplaçant les T par les uraciles. Au niveau du gène, il y a le promoteur qu'on voit ici, il est à gauche, du côté 5' du brin non transcrit. Il y a le nucléotide plus 1. Le nucléotide plus 1, c'est le site d'initiation de la transcription, c'est-à-dire le premier nucléotide qui est transcrit en ARN. L'ARN commence au niveau du nucléotide plus 1. Tous les nucléotides qui sont en amont du nucléotide plus 1 sont affectés d'un signe négatif. Tous les nucléotides qui sont en aval du nucléotide plus 1 sont affectés d'un signe positif. Donc, les séquences promotrices se trouvent dans cette région. Et la question qui se pose, c'est que comment elles sont ces séquences? Pour répondre à cette question, on a fait des expériences de footprint. Et pour connaître le détail de ces expériences, je vous renvoie au cours du professeur El Hassouni.
Je rappelle ici juste que ce sont des séquences, des expériences de protection de l'ADN contre l'action des nucléases. Donc ici, si on prend une séquence promotrice d'un gène, il est double brin. On fait agir sur ces séquences l'ADNase 1, qui est une endonucléase qui coupe l'ADN au niveau d'endroits aléatoires. Et on refait la même expérience, mais en présence de l'ARN polymérase. Alors l'ARN polymérase va se fixer sur le promoteur et il va le protéger contre l'action de cette endonucléase. Donc cette partie sera protégée. Pour déterminer la séquence de cette partie, il suffit de faire la technique, le séquençage par la technique de Sanger. La même expérience, on la refait, mais avec l'exonucléase 3, qui est une enzyme qui dégrade l'ADN à partir de son extrémité 3'. Alors, de la même manière, ici, lorsque le promoteur il est fixé à l'ARN polymérase, il sera protégé par cette enzyme, et donc cette partie du gène qui est là, du promoteur, pardon, ne sera pas dégradée. Donc, si on détermine la séquence, et on la compare à la séquence initiale, on va pouvoir savoir où est située cette séquence promotrice. Alors, l'expérience a été faite pour plusieurs promoteurs et toutes les séquences de ces promoteurs ont été comparées entre elles. On a fait ce qu'on appelle un alignement de séquences. C'est ce qu'on voit ici sur cette image. Donc ici, nous avons des séquences de plusieurs promoteurs alignés, les uns avec les autres. Et on remarque que dans tous ces promoteurs, il y a cette partie en jaune, d'une part, et d'autre part, cette partie en rouge, qui sont conservées, c'est-à-dire qui existent dans tous les promoteurs qu'on a séquencés. Ces deux séquences sont situées respectivement à la position -10 et la position -35 par rapport au nucléotide plus 1 qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire, ici le nucléotide plus 1, ici le nucléotide -1, -2, -3, jusqu'à -10 pour la première séquence et jusqu'à -35 pour la deuxième séquence, c'est-à-dire ici en rouge. Ce sont des séquences consensus, c'est-à-dire des séquences qui existent dans tous les promoteurs et qui sont indispensables à la reconnaissance du promoteur par l'ARN polymérase. Donc, en résumé, nous avons ici un promoteur. À la position -10, on a la séquence TA, T2A, T. Et à la position -35, on a la séquence de T, G, AC qui sont conservées. Chez les eucaryotes, ces séquences sont situées plutôt à la position -25 et la position -75. Alors, l'absence ou la mutation au niveau de ces séquences fait diminuer l'efficacité de l'initiation de la transcription. Alors, comment est-ce qu'on a pu déterminer que ces séquences sont situées à la position -10 et la position -35 par rapport au nucléotide plus 1 qu'on a vu ici? Donc, pour connaître leur position, il faut tout d'abord déterminer la position du nucléotide plus 1, c'est-à-dire le premier nucléotide qui est transcrit en ARN messager. C'est pourquoi on a fait la technique qu'on appelle la technique de cartographie à la nucléase S1. Alors la nucléase S1, c'est une nucléase qui dégrade l'ADN ou l'ARN simple brin. Il est incapable de dégrader un double brin. Donc le principe est simple. On a un gène représenté ici, il est double brin.
il contient ici, à cet endroit, le promoteur. Il s'agit de déterminer ce nucléotide. Mais on ne va pas le déterminer sur l'ARN, représenté ici en bleu, mais on doit le déterminer sur l'ADN. Pour cela, on réalise une dénaturation du gène. Donc dénaturer, ça veut dire rendre le gène simple brun. On le mélange avec l'ARN, qui est en bleu ici, et on refait une hybridation. Alors du coup, certains brins transcrits du gène seront hybridés à l'ARN à partir de son nucléotide plus 1, qui se trouve bien sûr du côté 5' de l'ARN. Donc là, je répète, on a un brin d'ADN qui est le brin transcrit, hybridé à l'ARN messager. Alors l'ARN messager, il est sortant ici. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris la totalité du gène. On a pris juste la partie du côté du promoteur. Alors ici, ça reste aussi simple brun. Pourquoi? Parce que c'est le promoteur. Et le promoteur n'est pas transcrit en ARN. En faisant agir la nucléase S1 sur cet hybride, on va dégrader cette partie de l'ARN et cette partie du gène en noir. Et on obtiendra un double brin ADN-ARN. Si on fait une hydrolyse alcaline, ça va permettre de dégrader l'ARN, qui est en bleu. Et si on détermine la séquence nucléotidique de ce brin d'ADN qui va rester, et on la compare au fragment initial, on va pouvoir déterminer où est-ce qu'il est situé ce fragment qui est resté de la nucléase S1. Et donc, là où il s'arrête sera le nucléotide plus 1. Et donc, ce sera le site d'initiation de la transcription. Ici, un petit exemple. Alors, c'est petit, c'est juste pour comprendre. C'est normalement plus grand que ça. Si on a la séquence de ce brin non transcrit, elle est A, T, C, G, ainsi de suite. Le brin qui est resté ici commence par ce T. Et la séquence, elle est identique vers la droite. Ça veut dire que notre ARN messager commence par ce T. Donc, c'est le nucléotide plus 1 qui est situé à cet endroit. C'est en déterminant le nucléotide plus 1 qu'on pourra déterminer où sont situées ces séquences conservées au niveau de tous les promoteurs. Alors, une fois donc l'initiation a été effectuée, alors je rappelle que l'initiation de la transcription, c'est la formation d'un complexe entre le promoteur, l'ARN polymérase et le nucléotide plus 1. À partir de ce moment-là, il y aura l'élongation de la transcription. L'élongation de la transcription est effectuée, c'est tout simplement le fait de coller les nucléotides les uns aux autres. Et ces nucléotides doivent être complémentaires au brin transcrit. Alors l'élongation, elle est assurée seulement par le coenzyme. Ça veut dire qu'une fois l'initiation est effectuée, l'ARN polymérase libère le facteur sigma. Et donc seul le coenzyme assure l'élongation de la transcription. Alors cette élongation se fait du côté 5' vers le côté 3', comme pour la polymérisation de l'ADN, exactement la même chose. Et ça, c'est une petite expérience ici qui permet de déterminer
que la transcription se fait du côté 5' vers le côté 3' de l'ARN messager synthétisé. Avant de voir cette expérience, il faut rappeler que les nucléotides, les ribonucléotides libres sont triphosphates. Donc c'est soit l'adénosine triphosphate ou l'uracile ou la thymine, ou la cytosine ou la guanine. Alors c'est à rappeler que lorsqu'il y a formation de la liaison phosphodiester, il y a libération de ces deux phosphates, le phosphate bêta et le phosphate gamma qui sont libérés, et seul le phosphate alpha reste pour former la liaison phosphodiester. Alors cette expérience consiste à réaliser une transcription in vitro en présence de nucléotides marqués au niveau du phosphate gamma, c'est-à-dire au niveau de ce phosphate qui est radioactif. Mais à la fin de l'expérience, on additionne un excès de nucléotides froids, de façon à ce que, au début de l'expérience, les nucléotides incorporés seront radioactifs, comme c'est indiqué ici, et ceux introduits à la fin de l'expérience ne seront pas radioactifs. Donc, bien évidemment, à la fin de l'expérience, on cherche est-ce que l'ARN synthétisé a été radioactif ou non. Alors, nous avons ici le résultat de cette expérience. Donc, au début de la polymérisation, les premiers nucléotides sont radioactifs. Ici, du côté 5', le premier nucléotide incorporé, c'est-à-dire le nucléotide plus 1, il va garder ce phosphate gamma, puisqu'il n'y a pas de liaison phosphodiester de ce côté. Le nucléotide suivant, même s'il est radioactif, il va libérer le phosphate gamma et ainsi de suite, et bêta. Mais les nucléotides incorporés à la fin ne sont pas radioactifs, donc le phosphate bêta et gamma libérés ne seront pas radioactifs non plus. Du coup, le résultat final est que l'ARN messager synthétisé sera radioactif uniquement au niveau de son extrémité 5'. Tout le reste ne sera pas radioactif. Par contre, si la polymérisation se faisait du côté 3' vers le côté 5', c'est-à-dire dans ce sens, bien sûr, dans ce cas-là, c'est ce nucléotide qui sera le premier incorporé. Il va libérer ces phosphates bêta et gamma radioactifs. Mais le dernier nucléotide ne sera pas radioactif, même s'il va garder bêta et gamma. Pourquoi? Parce que dans l'expérience, les derniers nucléotides incorporés ne seront pas radioactifs. Donc si la polymérisation se fait de 3' vers 5', l'ARN obtenu ne sera pas radioactif. Et si elle se fait de 5' vers 3', l'ARN obtenu sera radioactif. Donc, quand on fait l'expérience, on révèle de la radioactivité au niveau de l'ARN synthétisé. Alors, la présence de l'ARN radioactif, ça veut dire que la polymérisation a été faite de 5' vers 3'. Alors maintenant, en ce qui concerne l'ARN polymérase, en fait, le corenzyme s'associe au facteur sigma pour initier la transcription au niveau du promoteur. L'élongation est assurée par le corenzyme et le facteur sigma, il est libéré. Quand la transcription se termine, cette partie qui est le corenzyme va chercher un autre facteur sigma et ils vont
réinitier une autre transcription. Ça veut dire que l'ARN polymérase suit un cycle où il y a holoenzyme pour initier la transcription, corenzyme pour assurer l'élongation de la transcription. Alors, concernant la terminaison de la transcription, elle se fait au niveau de séquences qu'on appelle des terminateurs. Un terminateur, c'est une séquence au niveau de laquelle il y a arrêt de la transcription. Alors, chez les prokaryotes, il y a deux types de séquences de terminaison de la transcription. Il y a ce qu'on appelle les séquences facteurs indépendantes. Ce sont des séquences d'arrêt de la transcription, donc des terminateurs qui n'exigent pas la présence d'un facteur ou qui n'exigent la présence d'aucun facteur. Ce sont des séquences palindromiques et riches en paires de bases GC. Alors une séquence palindromique, ça a été traité par le professeur El-Hassouni. Donc ce sont des séquences qu'on peut lire de la même manière de la droite vers la gauche sur un brin et de la gauche vers la droite sur l'autre brin, comme cet exemple ici. La particularité donc d'une séquence palindromique, c'est que elle a une moitié qui est complémentaire à l'autre moitié, comme ce qu'on voit ici. Nous avons ici les nucléotides Z, Z' complémentaire, Y, Y' complémentaire, X, X', ce sont des nucléotides complémentaires quelconques. Mais ces séquences palindromiques facteurs indépendantes, donc ces terminateurs facteurs indépendants, sont riches en paires de bases GC. Ici, on a représenté seulement 4G et 4C. On a normalement plus. Alors, puisque la moitié elle est complémentaire à l'autre moitié, ça veut dire que ces séquences, lorsqu'elles sont simples brins, elles sont capables de former ce qu'on appelle une structure en épingle à cheveux. En anglais, ce sont des stem and loop, ou structure en tige et boucle. Ici, c'est la tige. Ici, c'est la boucle. En anglais, stem and loop. Alors, quand ces séquences, ici, vous avez le brin non transcrit, lorsque l'ARN messager est synthétisé, on va se retrouver, puisque l'ARN est simple brin, on va se trouver avec une structure en tige et boucle, puisqu'il y a complémentarité ici. Ces séquences sont suivies par un poly-U, c'est-à-dire une série de nucléotides uracyles. Alors, sur le brin transcrit, il est bien sûr complémentaire à l'ARN messager. Alors, la formation de cette structure en tige et boucle fait que l'ARN polymérase, elle est ralentie au niveau à cause de cette structure. En plus, cette structure, elle est très stable parce qu'elle est riche en paires de bases GC. Elle est suivie de ce poly-U qui est moins stable. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement 2 liaisons hydrogènes entre U et A, alors qu'il y en a 3 entre G et C. Alors, ceci fait que l'ARN polymérase, elle est bloquée à ce niveau-là. Cette partie n'est pas stable, donc ça finit par libérer l'ARN messager et donc arrêt de la transcription. Alors maintenant, l'autre type de terminateur, ce sont les terminateurs Rho dépendants. Donc ce sont des séquences de terminaison de la transcription qui dépendent de la présence du facteur Rho. Alors ce facteur Rho, c'est une protéine hexamérique qui a de l'affinité pour l'extrémité 5' de l'ARN messager. Donc ici, nous avons le gène double brin, l'ARN polymérase, l'ARN synthétisé et le facteur Rho. Alors, j'ai dit que c'est une protéine hexamérique qui se fixe sur l'extrémité 5' de l'ARN et qui est capable de se déplacer le long de l'ARN messager.
Alors, pour des raisons encore non déterminées, lorsque l'ARN polymérase arrive au niveau d'une séquence de terminaison dépendante, elle est fortement ralentie. Sa progression sur l'ADN est ralentie, ce qui fait qu'elle se trouve rattrapée par le facteur Roux qui va libérer l'ARN messager et donc impliquer l'arrêt de la transcription. Et merci.